Voici la revue de presse à 8h36, 8h37 sur Europe 1. Avec vous, Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour François, bonjour à tous. À la une ce matin, la rentrée du président. La sérénité, dit-on, c'est l'absence de doute. Alors si Emmanuel Macron veut aborder ce matin sa rentrée avec un tant soit peu de sérénité peut-être, est-il préférable qu'il ne passe pas trop de temps à lire la presse? Macron, face au risque d'une croissance ralentie, c'est à la une des Échos. Pour la Croix, Macron entre dans le dur, Macron doit changer, titre l'Express, alors que l'opinion revient sur le chantier qui attend dans les jours qui viennent le président et le gouvernement, le budget et la malédiction des manœuvres. Vous l'avez compris, à peine de retour sur le sol parisien, voilà le président aussitôt rappelé à l'ordre pour prendre la mesure de ses responsabilités. Et pour cela, beaucoup de vos journaux font l'inventaire des nombreux défis qui attendent le gouvernement. Assurance chômage, réforme constitutionnelle, hôpitaux, retraites, ils sont tous à la une du Parisien ce matin. Dans son édito, Nicolas Charbonneau se réjouit que la rentrée soit là, car elle sera enfin l'occasion, selon lui, de débattre du fond des réformes annoncées. Pour Guillaume Goubert dans La Croix, cette reprise doit être le moment pour le président de démontrer que son et de gauche et de droite n'était pas seulement un slogan de campagne, quand les Échos annoncent que la rentrée politique risque de ressembler à un gigantesque embouteillage alors que les projets se bousculent au portillon. L'événement pourtant n'a rien d'exceptionnel, écrit Vincent Trimolet de Villers dans le Figaro. Il est même d'une banalité confondante. Quel président, il pose la question, après 1 an et demi de mandat, est rentré à Paris avec l'insouciance d'un poète ou d'un rentier? Le journal est le seul à sembler vouloir ce matin un peu relativiser ce premier jour de cette rentrée donc sous tension. Il y a les dossiers chauds des semaines qui viennent, mais aussi les affaires et peut-être une nouvelle visant un membre du gouvernement. Oui, vous parlez de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qu'on dit déjà fragilisée. Et c'est le Canard enchaîné qui nous révèle que celle qui était avant la patronne d'Actes Sud n'a pas perdu le Nord. Selon le journal, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, la désormais ministre de la Culture aurait effectué au sein des bureaux parisiens de sa société des travaux d'agrandissement en toute illégalité, profitant du rez-de-chaussée mais aussi d'une hauteur sous plafond de près de 5 mètres. De mezzanine en mezzanine, étalée dans le temps, l'appartement a gagné 150 mètres carrés de surface, mais tout cela sans aucune demande d'autorisation de construire. Le Canard enchaîné est formel, aucune trace de dépôt de dossier. La ministre n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'elle avait fait peu ou prou la même chose à Arles pour le siège de son ancienne maison d'édition. Là aussi, c'est le Canard enchaîné qui avait enquêté. Françoise Nyssen avait à l'époque parlé de négligence. On en parle depuis ce matin sur Europe 1. Les recommandations en matière d'alimentation vont changer et les seuls rescapés dans nos assiettes sont finalement les fruits et les légumes. C'est toujours 5 par jour. Et pourtant, quand on lit la presse ce matin, on aurait plutôt tendance à vouloir se faire une grosse côte de bœuf, notamment après avoir lu aujourd'hui en France, qui nous rappelle à quel point nos fraises, nos abricots ou nos tomates sont sans odeur ni saveur. Pour des raisons de logistique et parce qu'elle a la phobie de subir trop de pertes au moment du transport en camion, la grande distribution privilégie des variétés de fruits résistantes plutôt que des variétés bonnes au palais. Et puis c'est pire si on lit l'Humanité, puisque là on apprend carrément que les fruits et les légumes, en fait c'est une histoire de riches. La lutte des classes se joue aussi dans l'assiette, titre le journal, qui explique la consommation des fraises, petits pois, tomates et aubergines est davantage le fait d'individus ayant un niveau d'études supérieur à Bac+4 que de leurs compatriotes ayant quitté eux les bancs de l'école primaire. En résumé, pour les autres, c'est plutôt pommes de terre et viande rouge. Alors le propos est peut-être un peu caricatural, mais nul doute que les habitudes alimentaires sont aussi un reflet saisissant des inégalités sociales. Alice, le décollage est prévu ce soir à 23h20 heure de Paris depuis le centre spatial de Kourou. Enfin, si les vents le permettent. Et ce serait quand même un comble que les vents empêchent Aeolus de décoller alors qu'il part précisément en mission pour les dompter, ces vents, et les mesurer. C'est dans les colonnes du Figaro que vous découvrirez l'histoire passionnante de ce petit satellite à la pointe de la technologie, la dernière création de l'Agence spatiale européenne qui sera transportée ce soir par le lanceur Vega. Aeolus, c'est 1,4 tonnes, un budget de 480 millions d'euros et une fonction principale, mesurer directement la vitesse des vents depuis l'espace au-dessus des zones tropicales et des océans. Jusqu'à présent, nous explique l'Express qui s'intéresse aussi à ce sujet, les courants d'air se mesurent depuis les stations météo au sol, à la surface des océans par des bouées, en effectuant des sondages ponctuels via des lancements de ballons-sondes ou encore grâce à des informations transmises par les avions. Mais il s'agit là de données parcellaires et pas toujours précises, reconnaît Jean-Yves Le Gall. Il est le président du Centre national d'études spatiales, d'où l'intérêt de leur consacrer enfin
enfin un satellite qui a nécessité pas moins tout de même de 16 années de développement. Jean-Yves Le Gall, on le retrouve chaque matin à 6h10 sur Europe 1. Alors comment ça va marcher? Alors c'est très technique. Écoutez-moi bien, je vais essayer d'être claire et concise. Aeolus embarque à son bord un puissant rayon laser. Ce sera l'outil principal de mesure et une fois en orbite à 320 km d'altitude, il devrait faire le tour de la Terre en passant par les deux pôles et en établissant une bonne centaine de profils de vent par heure. Et ce, en mesurant leur vitesse en temps réel entre la surface et jusqu'à 30 km d'altitude. Alors de quoi largement améliorer les prévisions météo. Enfin ça c'est si tout se passe bien, car l'histoire raconte aussi que jusqu'à présent tout le monde s'est cassé les dents sur cette technologie. La Russie, la Chine et les États-Unis ont même renoncer, c'est vous dire. Lui court à la vitesse de l'éclair, mais ce qu'il veut désormais, c'est tirer comme Beckham ou dribbler comme Messi. Usain Bolt, en quête d'un contrat de footballeur professionnel, la légende de l'athlétisme a en effet commencé hier son premier entraînement avec l'équipe de son club australien, les Central Coast Mariners. C'est l'équipe qui nous raconte cet entraînement et cette journée. Alors cette équipe qui est tout de même la dernière du championnat australien, ce qui nous donne quand même une idée du niveau. Ouais. De toute façon, on comprend assez vite en lisant ce papier, techniquement, Usain Bolt a encore une marge de progression assez importante. Oui, il court vite, mais raconte Grégory Lefort, qui est l'envoyé spécial du journal sur place, il ne se sert que de son pied gauche et dans un petit périmètre, c'est rapidement un problème. Et puis ce qui est assez évident à la lecture de ce papier, c'est que cette reconversion, au demeurant tout à fait louable, est un bon coup marketing pour ce petit club du nord de la capitale australienne. Si la séance avait d'ailleurs été fermée au public, 100 journalistes ont été conviés pour l'occasion pour assister donc à ce passage des pointes au crampon. Bolt, le baptême du jeu. Et pour terminer, on revient sur cette mesure surprenante de la police mexicaine à Guadalajara, dans l'ouest du Mexique. Là-bas, le conseil municipal vient de voter une série de réformes et parmi elles, une loi autorisant les relations sexuelles dans les lieux publics. Oui, ce sera désormais possible sur la voie publique, dans les centres de loisirs ou encore dans les voitures. Cette mesure, nous explique le Huffington Post, vise tout simplement à permettre à la police de se consacrer à des crimes sérieux, alors que beaucoup de policiers considéraient qu'ils étaient trop occupés à répondre à des tâches d'importance mineure. Donc pour faciliter leur travail, les ébats sont maintenant tolérés, de quoi donner encore plus chaud aux Mexicains en plein cœur de l'été et surtout de quoi aussi peut-être donner des idées. Merci beaucoup, c'était la revue de presse d'Alice Darfeuille. À demain. Europe.